C'est l'heure. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet anniversaire, donc les 5 ans de l'entrée en vigueur du RGPD, avec la question de savoir comment le RGPD est venu réinventer la protection des données personnelles. Ça, c'était le sujet il y a 6 mois, donc en mai, juillet, encore un petit peu. Aujourd'hui, j'estime que l'actualité a beaucoup évolué. Et pour moi, le sujet, c'est plus l'anniversaire du RGPD, c'est beaucoup plus les enjeux de l'intelligence artificielle, et notamment les fameuses intelligences artificielles génératives qui sont sorties trop tôt. Donc ce que je vous propose, c'est d'avoir une partie, évidemment, sur l'anniversaire du RGPD, mais d'avoir quand même plus des regards croisés entre vraiment ce que le RGPD a apporté à la matière et comment il a posé les jalons pour avoir tous les règlements européens qu'on a aujourd'hui, et notamment le futur IA Act, donc le futur règlement sur l'intelligence artificielle. Donc, je suis Julie François-Franco, donc je suis consultante et formatrice en protection des données personnelles pour Octo Technologies. Je suis une ancienne profession juridique, donc je suis venue du droit pour aller vers les nouvelles technologies. Et une des particularités de mon approche, c'est qu'elle est autant juridique que technique. Voilà, c'est une des spécificités. Et je préfère prévenir parce que je vais beaucoup parler de la CNIL. Vous en avez sûrement entendu parler, qui est le régulateur sur ces sujets. Je vais beaucoup en parler, mais dans 3 semaines, je rejoins la CNIL. Donc je préfère aussi prévenir que je vais partager beaucoup de convictions, beaucoup de partis pris. Et donc je préfère aussi être totalement transparente avec vous sur d'où je viens et aussi où je vais. Je le disais un petit peu, donc des regards croisés. Je vous partage rapidement donc, le sommaire de ce qu'on va voir ensemble. Donc, le RGPD comme un instrument qui a permis d'affirmer le pouvoir réglementaire de l'Union européenne sur le numérique. Comment le régulateur s'est fortement inspiré du RGPD pour poser le texte de l'IA Act. Et enfin, les nécessaires différences qu'on verra ensemble. Ce n'est pas du tout la même chose de réguler des données personnelles, l'usage des données personnelles, de bases de données, et de réguler des modèles algorithmiques. On va voir ça ensemble. Hop. Pour ceux qui viennent d'arriver, je me suis juste présentée. Je refais ça en 2 secondes. Il y a encore des personnes qui arrivent, mais c'est super. Donc je me représente en 2 secondes. Du coup, ce n'est pas du tout la bonne slide. Je préfère vous prévenir, je risque de faire des allers-retours entre les slides. C'est comme ça, je fais des allers-retours. Donc, Julie François-Franco, je suis consultante et formatrice en protection des données personnelles. À l'origine, je viens du droit, mais je suis allée vers la tech. Donc, n'ayez pas peur, ce ne sera pas trop juridique normalement, puisque je parle autant de droit que de nouvelles technologies. Et je disais donc des regards croisés entre RGPD et IA Act, puisque le sujet, l'actualité du moment, c'est l'intelligence artificielle. Et donc, je commence par cette chronologie. Parce que souvent, à part les personnes qui connaissent bien le sujet, on entend qu'en fait, la protection des données, ce serait un sujet récent. Un sujet qui ne serait pas plus vieux que l'adoption du règlement en 2016, son entrée en vigueur en 2018, les fameux 5 ans qu'on est en train de célébrer. Alors que pas du tout. En fait, c'est un très vieux sujet, un sujet qui est vieux de 45 ans et qui remonte aux origines du net. Avec donc la création de la Commission nationale informatique et liberté en 1978, qui est notre autorité de régulation, donc l'autorité nationale qui vient réguler le sujet de la protection des données personnelles. Et on va voir ensemble, c'est aussi le régulateur pressenti pour l'intelligence artificielle Act. Cette première partie des regards croisés, je vais être sur le présent. Donc, quelle est la situation aujourd'hui ? Quelle est la situation avec le RGPD? Puis après, j'irai plus sur des éléments de futur et de prospective. Parce que je le rappelle pour ceux qui ne le savent peut-être pas, l'IA Act, le futur règlement sur l'intelligence artificielle, n'est pas encore adopté. Donc c'est un texte qui va potentiellement pouvoir évoluer, qui n'est pas encore entré en vigueur. Mais ça ne veut pas dire que l'intelligence artificielle n'est pas régulée aujourd'hui. En 1978, donc aux origines du net, lorsqu'on a eu la fameuse loi informatique et liberté, qui était notre cadre juridique avant l'entrée en vigueur du RGPD, la CNIL et les personnes qui sont à l'origine de la constitution de cette institution, elles ont eu une intuition. En fait, une intuition qui s'est révélée exacte, c'était que le numérique
tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais tel qu'on ne le connaissait pas à l'époque, allait faire peser des menaces sur notre vie privée, mais surtout des menaces sur les personnes. Ces menaces, elles sont au nombre de 3. Donc évidemment, on les voit ici, nous connaître, nous surveiller, nous piéger. Pour moi, elles semblent assez évidentes, peut-être pas pour vous, mais aujourd'hui, il y a un vrai sujet autour du fait que les réseaux sociaux, les applications mobiles, les nouvelles régies publicitaires, en fait, nous connaissent beaucoup trop bien. Parce qu'il y a une nouvelle économie, qui est l'économie de la donnée, qui fait qu'aujourd'hui, 90% des revenus de Google, 97% des revenus de Facebook sont tirés des publicités ciblées qui nous poussent constamment. Donc il y a un vrai enjeu qui était déjà en germe et qui inquiétait déjà le régulateur en 1978, qui était de se dire que le risque, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Et c'est un des risques majeurs de l'Internet, mais de l'Internet qui, dès ses origines, a été construit pour être normalement accessible à tous et gratuit. C'est un des fondements. Le deuxième risque, et ces risques, je vais les envisager toujours sous l'idée des regards croisés, c'est-à-dire aujourd'hui et dans le passé ceux qu'on a envisagés, et surtout aussi, dans quelques temps, les risques qu'on prévoit avec l'essor des intelligences artificielles et notamment des intelligences artificielles génératives. Le risque de nous surveiller, donc le scandale des écoutes par les autorités américaines, le scandale Edward Snowden, la NSA, la CIA qui écoute des dirigeants européens. En Europe, on n'a pas forcément toujours suffisamment conscience des risques qu'entraîne une surveillance. Mais dans certains pays, dans certaines dictatures, en Afghanistan, en Iran, on peut même évoquer en Chine, la surveillance facilitée par le numérique, elle peut entraîner des risques forts de contrôle social, et c'est des risques qui vont devenir encore plus importants avec l'essor des intelligences artificielles. Le dernier, nous piéger, les cyberattaques. Les impacts qui peuvent intervenir sur des personnes suite en fait, à ce risque qui est de nous piéger, elles sont de plusieurs ordres. On pense souvent, en droit, on a 3 impacts possibles. Ils sont faciles, je pense que vous les connaissez tous. L'impact financier. Je suis victime d'un phishing, mes données bancaires sont compromises, je perds de l'argent. Celui-là, on le connaît. Mais il y en a d'autres qui sont possibles. Et souvent, en matière de protection des données, on peut avoir tendance à se dire que les risques ils sont faibles, que les risques ne sont pas si importants que ça, et que notamment, il n'y aura jamais de risque à ce qu'on appelle l'intégrité des personnes. C'est-à-dire que je ne risque pas de mourir demain si mes données elles fuitent. Mais en fait, aujourd'hui, avec cette généralisation du numérique partout, on a tous, moi la première, un smartphone dans la main qui sait absolument tout de nous, et bien les risques ils se sont généralisés et ils peuvent être beaucoup plus graves. Notamment avec un scandale qui est celui d'Ashley Madison. Ashley Madison, c'est un site de rencontres extra-conjugales. Donc, par principe, le simple fait d'être inscrit, vous êtes marié, vous voulez rencontrer quelqu'un qui n'est pas votre conjoint, votre conjointe, c'est déjà un peu problématique. Le problème, c'est quand sur ces applications, on inscrit énormément d'informations, des informations excessivement intimes, notamment sur nos pratiques sexuelles, et que ça fuite, en clair, à côté d'une photo, d'une zone géographique, de notre taille, de nos mensurations. Et là, avec ce scandale, on se rend compte qu'il y a 2 suicides qui sont directement liés. Donc 2 personnes qui se sont ôtées la vie parce que leurs données, elles sont fuitées. Et ça, c'est avec ça que je veux commencer aussi, parce que l'idée d'une conférence, c'est de vous inspirer, c'est de vous partager aussi mon travail, mais c'est aussi d'alerter sur les risques que le numérique fait peser sur nos vies et sur notre vie privée également. C'était des menaces, donc je le disais, qui avaient déjà été identifiées à la fin des années 70. Et en fait, ils ont eu raison. Et c'est même pire, évidemment, que ce qu'ils avaient identifié. Je vais aller très rapidement sur la CNIL. Donc, pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, je le disais, je vais partager pas mal de convictions. Et je suis honnête, je rejoins la CNIL dans 3 semaines. Donc, prenez ce que vous voulez de ce que je dis. Il y a des parties qui sont vraies, il y a des parties qui sont forcément un petit peu biaisées. Moi, je suis convaincue qu'on a de la chance en Europe d'avoir un régulateur qui, je le disais, les risques sont énormes et il y a un vrai besoin de régulation, il y a un vrai besoin de contrôle et surtout un vrai besoin de protection des citoyens. La CNIL, souvent, on a peur de quelque chose qui s'appelle les sanctions, les fameuses amendes.
on voit passer des montants très très élevés. Mais ça, ce n'est qu'une petite partie des prérogatives de la CNIL. Et une des forces que cette autorité de protection des données française, elle va avoir, c'est la volonté d'accompagnement. Il y a une vraie volonté d'accompagner les secteurs économiques et d'aller au-delà de l'innovation, c'est-à-dire de devancer l'innovation. Souvent, on dit que le droit suit, surtout dans une matière aussi complexe que les nouvelles technologies, le droit ne pourrait que suivre l'innovation. Et bien, la CNIL, ce qu'elle va essayer justement, c'est de ne pas être une suiveuse, mais de vraiment s'arrêter avec les professionnels du secteur pour essayer de co-construire ensemble un Internet désirable, parce qu'ils ont très bien compris, mais c'est la même chose pour le régulateur, que le futur d'Internet, c'est le futur de la démocratie, et c'est le futur de la société qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Et c'est ça qu'on construit ensemble. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, une des prérogatives fortes de la CNIL, ce n'est pas que les sanctions, c'est aussi beaucoup l'accompagnement. Et ce qui est intéressant ici, parce que je parlais de regard croisé et je parlerai beaucoup de l'intelligence artificielle un peu plus tard dans ce talk, ce qui est important à savoir, c'est que la CNIL aujourd'hui, c'est le régulateur pour le RGPD. Donc, j'ai oublié de le dire, mais je pense que vous le savez, c'est le règlement général sur la protection des données. Donc, le premier vrai règlement européen fort sur les sujets du numérique. Mais la CNIL est pressentie pour être le régulateur pour le futur règlement sur l'intelligence artificielle. C'est aussi pour ça que je vous parle de la CNIL, beaucoup. Et ce qui est très intéressant, si vous êtes des professionnels aujourd'hui qui travaillent dans ces secteurs, notamment de l'intelligence artificielle, si vous appliquez déjà le RGPD, vous pourrez appliquer l'IA Act. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'IA Act. Ce règlement n'est pas entré en vigueur, il n'a même pas été adopté. Et donc le RGPD régule déjà l'intelligence artificielle. Et ça, c'est important à savoir. Et un autre élément qu'on verra ensemble aussi, c'est que le régulateur européen et la CNIL pressentie pour être le régulateur français, ils ne vont pas réinventer la roue. Donc on verra qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont déjà présents dans le RGPD, qui vont totalement être pris dans le texte et dans la mise en œuvre du règlement sur l'intelligence artificielle. Si je vais un peu plus sur la CNIL, et notamment sur les coulisses, je disais qu'on pense beaucoup sanctions. Ce qui est intéressant à savoir dans la manière dont la CNIL, avant de sanctionner, évidemment, elle contrôle, c'est qu'elle va poser chaque année des thématiques prioritaires. Cette année, c'est une année spéciale, on en a 3. On en a 4, pardon, justement, lapsus. Normalement, on n'en a que 3. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que ces thématiques posées chaque année, elles orientent les professionnels, encore faut-il savoir qu'elles existent, et surtout, elles vont représenter un tiers des contrôles. Donc, si votre entreprise, votre activité en tant que freelance, elle est sur un des sujets cités, il faut faire attention. Il faut faire attention, parce qu'il y aura beaucoup plus de contrôles qui vont porter sur ces thématiques. Je les passe un petit peu avec vous rapidement. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, on a une thématique d'actualité. Ici, c'est la première. Les caméras augmentées pour les Jeux Olympiques. Les caméras augmentées pour les Jeux Olympiques, c'est un sujet qui est très intéressant parce qu'ici se lie le RGPD et l'intelligence artificielle. Les caméras augmentées pour les JO, c'est la possibilité ouverte aux forces de l'ordre, dans le cadre des Jeux Olympiques, de la Coupe du Monde de rugby, des Jeux paralympiques, d'identifier par reconnaissance faciale à distance une personne fichée S. C'est très très large, une personne fichée S, il y en a plein, pour plein de raisons différentes, qui s'approcherait par exemple d'une fan zone. Donc la personne pourrait être appréhendée. Donc vous imaginez bien les risques. Et ce qui est important à savoir ici, notamment dans ce cas de figure-ci, c'est qu'en termes de protection des données, on va toujours se poser une question, c'est est-ce que l'atteinte aux personnes, est-ce qu'elle est proportionnée ou est-ce qu'elle est disproportionnée? Est-ce que la protection qu'on va apporter aux citoyens, ici pour des raisons de sécurité et de lutte contre le terrorisme qui sont essentielles, eh bien, est-ce que le pendant, ça ne va pas être une atteinte trop forte aux droits et libertés des personnes? Typiquement, le droit et liberté d'une personne de se promener à côté d'une fan zone. Sur les autres sujets, je ne vais pas forcément m'arrêter, mais le dernier qui est très important, c'est les applications mobiles. Les applications mobiles, c'est très important parce que quand on pense protection des données, on pense souvent web. Après, je pense que vous êtes peut-être des profils techniques, donc peut-être que vous savez que ça ne s'applique pas du tout de la même manière, la protection des données, quand on est sur le web ou quand on est sur le mobile. La protection des données
sur le mobile, c'est très très différent. Parce que le parcours utilisateur mobile, portable, il est beaucoup plus intrusif en termes de protection des données, en termes de données personnelles et d'usage, que le parcours utilisateur sur le web. Je donne un exemple avec Facebook. Souvent, quand on pense à Facebook, on se dit qu'est-ce que Facebook c'est sur moi? Au fond, pas grand-chose. Où est-ce que j'étais au lycée, ma religion, que des éléments déclaratifs que j'ai partagés. En fait, ça, c'est vraiment le sommet de l'iceberg. Facebook, c'est infiniment plus de choses sur nous que ce sur quoi on l'a informé. Tout simplement parce que quand on pense parcours mobile, il faut penser permission. Les permissions que l'application qu'on a téléchargée va s'ouvrir sur notre téléphone. Vous avez sûrement vu, est-ce que vous autorisez la géolocalisation lorsque l'application est active, la refuser, l'accepter? Facebook va s'ouvrir plus de 68 permissions sur votre terminal. En fait, Facebook, c'est tout de vous. Mais c'est pareil avec les autres réseaux du groupe Meta. Ils vont avoir évidemment accès à votre micro. Moi, j'ai fait l'exercice plein de fois. Vous parlez de quelque chose totalement incongru dont vous ne parlez jamais. Et pouf, ça pop dans votre fil en publicité ciblée. Votre appareil photo. Dans les conditions générales d'utilisation de Facebook, votre appareil photo sur votre portable, que vous avez payé 1 000 €, si vous l'avez payé, il s'appelle notre appareil photo. Comme si votre appareil photo, il appartenait à Facebook. Vos contacts, tous vos messages. Il y a des études qui ont prouvé que Facebook savait si vous étiez plus ou moins proche, même avant d'en être conscient d'une rupture. C'est normal, ils vous connaissent tellement bien. Ils ont accès à tout, vos photos, votre caméra, votre géolocalisation, vos heures de connexion, avec qui vous parlez. Et ça, c'est vraiment intrusif, et ça, c'est vraiment inquiétant. Et c'est aussi pour ça qu'on a vraiment besoin d'une régulation, et que le RGPD, je sais écrit ici, il a permis à l'Union européenne de faire ses classes, d'affirmer son pouvoir de régulation sur le numérique. Et ça, c'est très, très, très important à savoir. Je voulais passer sur les sanctions après, mais si je passe sur les sanctions, je parle beaucoup, j'aurai plus le temps d'aborder d'autres sujets qui sont beaucoup plus importants que ceux des sanctions. La seule chose à dire sur les sanctions, c'est qu'elles ont une augmentation exponentielle. Avant le RGPD, on a commencé assez bas et on finit aujourd'hui, pour le groupe Meta, à une amende record, donc la plus élevée à ce jour, d'1,2 milliard d'euros. C'est pas la CNIL, c'est la DPC, la Data Protection Commission, donc le pendant irlandais de la CNIL qui a sanctionné Meta. Et cette slide, c'est une très bonne manière d'affirmer ce que je vous dis sur le RGPD. Ça a été l'essai de l'Union européenne pour vérifier qu'ils étaient capables de réglementer et surtout de réguler les pratiques des fameux GAFAM. Parce que là, à part Uber, qui est quand même un géant, c'est principalement les GAFAM qui sont les plus sanctionnés. Et ça, c'est important à garder en tête. C'est important à garder en tête parce que derrière tout ça, il y a des enjeux, je ne vous l'apprends pas, qui sont géopolitiques. Il y a une opposition en protection des données dans la manière où le sujet est envisagé en Europe, notre zone géographique, aux États-Unis ou en Chine. Ce n'est pas du tout la même manière d'envisager les données et ce n'est pas du tout la même manière de les réguler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union européenne, ce n'est pas un géant de la tech. On n'a pas de GAFAM. On n'a pas encore de très, très grandes entreprises du numérique européenne. En revanche, à défaut d'être un géant technologique, l'Union européenne, c'est un géant de la réglementation des technologies. Et ça, c'est le RGPD qui l'a permis. Il y a 5 ans, il y a très peu de gens qui croyaient au RGPD. D'ailleurs, je vais vous poser une petite question. Dans la salle, qui était déjà en poste le 25 mai 2018, quand le RGPD a... OK. Ah, pas mal. Pas mal. OK. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Et force est de croire qu'aujourd'hui, vraiment, le pari a été gagné. Et le RGPD a vraiment permis à l'Union européenne, d'affirmer son pouvoir. Et ça, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que le RGPD dans la vie. Il y a aussi le DSA, le DMA, le DGA et l'IA Act. C'est des acronymes. Vous avez peut-être entendu parler d'eux dans l'actualité. Mais tout ça, ces 5 règlements européens, c'est le RGPD qui l'a permis.
c'est justement la mise en œuvre et la force d'inspiration que le RGPD a apporté aux autres États qui a permis ça. Et ça, c'est vraiment important. L'UE a vraiment affirmé ici qu'elle était un géant de la réglementation. Pourquoi l'UE fait ça? L'intention derrière, alors c'est peut-être un vœu pieux, hein, mais c'est de se dire, si on réglemente fortement les GAFAM, si on les contraint, s'ils sont moins bons, si on restaure un peu de concurrence, peut-être qu'on aura un géant du numérique européen qui va émerger. Je ne sais pas si ça arrivera. Mais en tout cas, ça, c'est la volonté, c'est l'intention du législateur derrière. Maintenant qu'on a vu un peu le présent, qu'on a vu le RGPD, qui est le présent et qui est le futur aussi, je voudrais aller un peu sur de la prospective avec, je vous le disais, le futur règlement sur l'intelligence artificielle, qui n'est pas encore en vigueur, mais dont on peut très fortement intuiter, en tant que professionnel de la protection des données. En fait, on sait déjà ce qu'il va y avoir dedans. Et moi, je suis convaincue, je ne sais pas s'il y a des professionnels de la protection des données dans la salle, mais que demain, l'IACT sera le RGPD. Qu'on ne pourra pas être un vrai DPO, un vrai professionnel du sujet, si on ne maîtrise pas l'intelligence artificielle et sa réglementation. Et c'est là que le bas blesse, parce que ce n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, il faut que je change, mais... Pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose de réguler des bases de données, l'usage des données, des parcours, et de réguler des modèles. Ça n'a rien à voir. Et ici, ça devient tellement complexe, que le juriste ne peut pas agir seul et qu'il a vraiment besoin de la technique. Et c'est pour ça aussi que tout ce que je vais vous partager, c'est une approche qui est à la fois juridique, mais qui est aussi très technique. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Ici, on ne peut pas réguler si on ne comprend pas. Et on ne peut pas réguler une matière aussi complexe que l'intelligence artificielle si on ne la comprend pas. Hop. Pourquoi ça n'a pas marché? Voilà. Je vais lancer une vidéo pour poser un petit peu avec vous les enjeux et une partie aussi peut-être des risques de l'intelligence artificielle. Et après, je pourrais vous les présenter, puis on pourra à la fin, on aura le temps d'en débattre un petit peu et vous pourrez poser vos questions. Je pense que ça s'affiche bien. Vous me dites si vous entendez. C'est abusé. Ah ouais, c'est chaud. Vous avez saisi le propos. Je vais vous laisser vraiment peut-être 2 minutes. Normalement, je devais laisser plein de temps pour les questions, mais je parle trop malheureusement. Donc, je vais vous laisser peut-être 2 minutes s'il y a 2-3 personnes qui ont envie de réagir. Ouais.
Micro. Pardon, je disais que c'est un peu perturbant pour moi que ce soit une entreprise qui réagisse. Alors tant mieux que ce soit une entreprise parce qu'elle en a conscience, mais ça reste un intérêt privé. Et il me semble que ce serait plutôt soit au législateur, soit au monde associatif d'avoir cette réaction-là. Donc voilà, ça m'interpelle. Inédit. Et pourquoi c'est pas d'autres pourquoi ça n'a pas été un sujet qui est pris en main par d'autres acteurs? C'est une excellente question. Oups, j'ai cassé mon ordi. Aïe. C'est pas... Oh. Écoutez, je pense que c'est du jamais vu dans un... Je vais faire 100. Bah merde. Par contre, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Eh ben zut. Ok, écoutez, je vais faire les 20 minutes sans ordi. De toute façon, je n'ai pas besoin de slides. Effectivement, c'est problématique soit une entreprise qui réagisse. Ce qui s'est passé, c'est que les intelligences artificielles génératives, notamment les Midjourney, c'en est une pour les images, ChatGPT pour le contenu, elles sont sorties trop tôt. Et elles ont pris de court le régulateur. Depuis 2018, la Commission européenne, elle a commencé à réfléchir à ces sujets de l'intelligence artificielle et à leur régulation. Sauf que c'est une matière tellement complexe, l'intelligence artificielle, qu'elle ne peut pas se réguler comme ça. Elle ne peut pas se réguler comme ça. Je prends 2 secondes, parce que je suis un peu quand même perturbée d'avoir cassé mon ordi. Elle ne peut pas se réguler comme ça, parce que c'est beaucoup trop complexe. C'est vraiment une matière, depuis 2021, on y réfléchit, et normalement, je vais vous présenter une slide avec un mouton à 10 pattes, tellement ça n'existe pas un juriste data scientist. Sauf que pour réguler l'intelligence artificielle, il faut des compétences juridiques, mais il faut des compétences techniques. Un modèle de données, c'est tellement complexe. Si on pense à une intelligence artificielle, demain, un enfant... J'ai fait rire quelqu'un ? Demain, un enfant, il voit 2 chats, il voit 2 chiens, il sait différencier en ayant vu 2, un chat d'un chien. Une intelligence artificielle qu'on va entraîner à reconnaître des chats et des chiens, il faut qu'elle ait vu des centaines de millions d'images pour distinguer, pour au fond distinguer entre les différentes tailles, les poils. En fait, pour pouvoir différencier des chiens, il faut qu'elle en ait vu des centaines. C'est pas possible. Par contre, il faut faire quelque chose avec le pupitre, parce que c'est pas... Bon, tant pis. Je suis désolée, je reprends. Et donc, là, c'est une initiative privée, mais donc c'est vraiment très compliqué de venir réguler des intelligences artificielles. Il reste combien de temps ? 17 minutes, ok. C'est très, très compliqué de venir réguler des intelligences artificielles. Et le problème qu'on va avoir, je le mettais ici, le RGPD a fortement inspiré l'IA Act, mais ce n'est pas une très bonne chose. Ce n'est pas une très bonne chose parce que ce qui va compter dans la régulation d'une intelligence artificielle, ce qu'on va vraiment se demander, c'est quels sont les impacts sur les personnes. La question, ce n'est pas la technologie derrière. Est-ce que c'est un LLM? Est-ce que c'est Bard? C'est qu'est-ce que ça va entraîner. Une même technologie, si je reprends l'exemple de la reconnaissance faciale, un système d'identification biométrique à distance pour de la surveillance de masse, même par les forces de l'ordre, va être très très régulé. Mais la même technologie, tout simplement pour... La reconnaissance faciale, elle a des usages médicaux et thérapeutiques qui sont très importants. Et bien là, il y aura au contraire une incitation et pas du tout de la régulation. Et c'est ça qu'il faut vraiment penser quand on pense régulation de l'intelligence artificielle, c'est toujours quels sont les risques pour les personnes. Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes si cette intelligence artificielle, si ce modèle il est développé. Et ça, le régulateur, il va beaucoup y réfléchir. Là, la question de la vidéo de Hitch, et le problème, c'est les biais. Et c'est là qu'on entre dans le côté, pour moi, passionnant de l'intelligence artificielle, c'est qu'on est à la frontière d'énormément de matières juridiques. On est sur de la protection aussi des données personnelles, mais on est sur du droit de la conformité, on est sur de la lutte contre les discriminations, l'égalité homme-femme, tout est mêlé. Parce que, je le disais, une intelligence artificielle, elle est tout sauf, enfin, je ne le disais pas, mais je le dis, elle est tout sauf intelligente. Ce qu'elle va faire, c'est deviner le plus probable, c'est apprendre d'un jeu d'entraînement. Elle n'est pas intelligente comme nous, en fait. Elle apprend, elle emmagasine énormément d'informations, et de ça, elle ressort quelque chose. Et ce qui se passe dans la vidéo Hitch, ce qui se passe, c'est que cet été, vous avez tous entendu parler de ce qui s'est passé dans les banlieues, le décès de Naël, les banlieues qui brûlent, etc. Mais quand dans les médias, quand sur Google, il n'y a que des images de banlieues qui brûlent, Midjourney,
en fait, qui n'apprend que d'images qui sont récupérées dans les médias, on lui demande un mot-clé banlieue, pour elle, c'est forcément quelque chose qui brûle. Elle n'est pas intelligente, elle ne peut pas discerner les choses. Et c'est pour ça que c'est très très important de réguler l'intelligence artificielle. Ici, le risque, c'est un problème de représentation. Mais les risques peuvent être beaucoup plus graves en termes d'intelligence artificielle. Les questionnements et les domaines où on va plus s'interroger, ça va être notamment l'intelligence artificielle sur le lieu du travail et l'éducation. La slide qui a disparu quand l'ordinateur est tombé, je mettais les menaces à l'ère de l'IA. Il y a une des menaces, c'est le management algorithmique. C'est les entreprises qui vont venir gérer l'embauche, la gestion, la promotion, la sanction des salariés que par des scores et des modèles d'algorithmes, mais qui sont en fait des boîtes noires sans supervision humaine. Et ça, c'est extrêmement risqué. La question, ce n'est pas forcément d'ailleurs sur le sujet de l'emploi, où on se pose beaucoup, est-ce que je vais perdre mon travail ? Ce n'est pas forcément ça. C'est comment mon travail va être impacté et est-ce que j'arriverai à travailler avec l'aide d'une intelligence artificielle ou pas ? Un autre élément, alors tous les éléments que je voulais partager étaient un peu complexes et sans slide, c'est pas très simple, mais je vais essayer. Normalement, j'ai une slide magnifique, en plus je suis embêtée parce qu'elles étaient vraiment belles, beaucoup plus belles que celle du début, avec un robot. Et j'explique ce que veut faire la Commission européenne. Posé dans le texte, c'est l'audit et les contrôles des modèles. C'est comment on va venir contrôler à l'intérieur en fait, d'un robot, d'un modèle, d'un algorithme. Et c'est là que pour moi, l'IACT, il n'est pas encore adopté, mais on sait déjà ce qu'il y aura dedans. Et c'est là que pour moi, il y a une erreur. Je vous le disais, on s'inspire fortement du RGPD. Parce que le RGPD, on connaît, ça fait 5 ans qu'on fait ça. Donc on reprend ce qui a marché. Pourquoi changer une équipe qui gagne ? Sauf que ce n'est pas du tout la même chose de réguler des bases de données, l'usage de données personnelles, et de réguler des modèles. Et l'erreur qui a été faite, ça a été de se dire, imaginez ici que vous avez un joli robot qui est entraîné avec des millions de données personnelles. Est-ce que le problème, c'est les données personnelles avec lesquelles il est entraîné ? Oui, non ? Oui ? En fait, non, parce que, et pourtant je suis professionnelle de la protection des données et je rejoins la CNIL. Ce n'est pas les données en tant que ça le problème, c'est le risque sur les personnes. Parce qu'une fois, je l'ai dit, mon robot il n'est pas intelligent, mon modèle il n'est pas intelligent, il apprend de ces données. Mais une fois qu'il a été entraîné et qu'il sait, les données il s'en fiche, il n'en a plus besoin. Ce qui va être problématique et ce qu'il faut contrôler, c'est qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'est-ce qu'il impacte, qu'est-ce qu'il va entraîner sur les personnes. Est-ce qu'il va les contrôler ? Est-ce qu'on est en Chine et il y a... c'est totalement interdit en Europe. La notation sociale. En Chine, vous avez un crédit social et vous ne pouvez pas diriger une usine, vous ne pouvez pas prendre l'avion. Il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire et tout ça, c'est basé sur une notation qui peut être dégradée, mais pour des choses anodines. Vous n'avez pas traversé dans les clous. Vous avez traversé à côté du passage piéton. Déjà, tous les Parisiens ont plus de points. Et je suis parisienne. Vous avez oublié un rendez-vous médical d'un de vos enfants. Et ça, c'est très, très grave. C'est-à-dire que vous allez avoir une perte de vos droits. Et aujourd'hui, en tout cas en France et en Europe, ça, c'est quelque chose qui est impossible. En France et en Europe, on croit en la supervision humaine des machines parce qu'il y a un principe qui est celui du contradictoire. Le droit de rencontrer son juge. Un humain ne peut pas être jugé par une machine. En Europe, en tout cas, et ça c'est actuel, c'est-à-dire que ce n'est pas l'IA-Act, ce n'est pas le futur, c'est aujourd'hui le RGPD. Demain, je ne peux pas perdre ou gagner des droits s'il n'y a pas d'humain dans l'équation, si c'est qu'une machine qui a décidé ça. Et ça, c'est quelque chose qui est repris vraiment fortement par la Commission. Pour l'IA-Act, c'est l'importance de la supervision humaine. Si je reviens à mon robot et au fait que les données ne sont pas le problème, pourquoi je dis que les données ne sont pas le problème ? C'est tout simplement parce que donc mon modèle, il est entraîné avec des milliers de données. Ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu s'inspirer du RGPD. Dans le RGPD, il y a un grand principe qui est l'exercice des droits. Je pense que ça vous parle. Vous avez le droit, vos données restent vos données, même si vous avez mis à disposition de Decathlon vos données pour recevoir un colis de chaussettes. Vous appelez toujours pareil, vous habitez toujours à la même adresse, juste que vous voulez recevoir votre colis. Donc vous allez avoir des droits sur vos données que Decathlon va être obligé de vous permettre d'exercer. Donc des droits qui vont être accès, rectification, suppression. Ce qu'on a voulu faire,
c'est ces droits, les mettre dans les modèles de données. Puisque je le disais, ils sont entraînés avec des très grandes quantités de données personnelles. Donc ça voudrait dire que demain, votre modèle, il est entraîné avec des millions de données personnelles, et vous avez des personnes dont les données sont dans vos lots qui toquent à la porte, qui vous bon, ça marche pas, ça fait pas de bruit, toquent à la porte, qui vous disent bonjour, je voudrais récupérer mes données. C'est très très compliqué. Et ce qu'a demandé aujourd'hui la Commission, ce que demande la CNIL en tant que régulateur, c'est que les entreprises, les fournisseurs de ces modèles, ils permettent aux personnes de faire l'exercice de leurs droits. Ça veut dire que, au niveau de l'interface, le chatbot par exemple, ça c'est assez facile. Quelles données vous avez sur moi? Est-ce que vous pouvez les supprimer, etc. Mais ils ont demandé qu'on fasse aussi ce travail d'exercice des droits directement dans le modèle. Et là, ça devient infiniment plus compliqué. Infiniment plus compliqué, parce que ça s'appelle le machine unlearning. Donc, je vous le disais, la machine, elle apprend. Ça, c'est le machine learning. On lui donne des données en entrée, en validation, etc. Mais là, ce qu'on demande de faire, et c'est là que pour moi, il y a une erreur, et c'est là que le réglementaire et le juridique va trop loin, parce qu'en fait, ils se sont dit c'est très important que les personnes elles puissent faire l'exercice de leurs droits. Sur le RGPD, c'est essentiel. Oui, sauf qu'en fait, là, on n'est pas sur des bases de données, on est sur des modèles. Et donc, faire l'exercice des droits des personnes sur des modèles, c'est hyper compliqué. Ça veut dire qu'on retourne dans le modèle. En plus, c'est des poids, c'est pas là écrit en noir sur blanc, telle donnée a servi à ça. C'est beaucoup plus complexe. Et donc, on va devoir réentraîner le modèle, mais en retirant la place que les données de la personne ont pris dans l'entraînement. C'est hyper complexe. Et c'est là qu'on voit la difficulté de réguler sans comprendre. Et la matière, elle est tellement compliquée ici, et j'avais encore une super slide sur la collaboration entre les juristes et les data scientists, qui est essentielle. Parce que les profils juridiques, ils n'ont pas des connaissances en entraînement des modèles, en biais. Parce que potentiellement, la personne dont on va essayer de retirer les données dans le modèle, elle était très, très représentative. Elle était très importante pour le modèle. Typiquement, si je reprends mon exemple Itch, si je ne pense pas à des données personnelles et je pense qu'à des photos, je pense à un jeu d'entraînement d'images, en fait, peut-être que ce qu'on me demande de venir retirer, c'est toutes les jolies photos avec des enfants qui sourient en banlieue et pas des photos de banlieue qui brûlent. Et c'était important pour la représentativité et pour lutter contre les biais. Et donc, ce qui est vraiment important à garder en tête, c'est qu'on ne régule pas du tout de la même manière des bases de données et des données personnelles qu'un modèle. Et du coup, un des soucis qu'on va retrouver aujourd'hui, c'est que, si je conclue avant de vous laisser la parole pour les questions, le RGPD a énormément apporté à la matière. Il a permis d'affirmer le pouvoir réglementaire de l'UE, a permis d'affirmer aussi la qualité du travail de la CNIL, qui a connu un bond mémorable, parce que la CNIL s'est instituée en 1978, mais 60% de masse salariale en plus depuis 2018. Et je suis dans le lot. Donc, voilà. Donc, ça a vraiment permis de poser tout ça, la capacité de l'Europe à être un géant de la réglementation. Mais dans le texte tel qu'il est aujourd'hui pour l'intelligence artificielle, les enjeux ne sont pas les mêmes, les risques ne sont pas les mêmes. Il y a des questions d'éthique, je le disais, c'est une matière qui est aux frontières d'énormément d'éléments juridiques, la conformité, Et il ne faut pas aller trop loin. Et c'est important de savoir distinguer que ce n'est pas la même chose de réguler des données personnelles, des bases de données, et de réguler des modèles. Et je suis embêtée parce qu'avant de conclure, j'avais plein de très belles slides avec le scénario choisi par la Commission, que je vais quand même vous montrer le temps que vous réfléchissiez à vos questions, parce que je ne peux pas vous laisser sans vous montrer ce qui a été choisi par la Commission. Quand même, c'est dommage d'avoir des belles slides. Vous les aurez, je vais récupérer un ordi et je vous les enverrai. Il reste combien de temps avant les questions? 5 minutes. Bon, je vais poser vos questions, je vais faire le petit dessin. De toute façon, je vous enverrai et je reste pendant la pause. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Donc, je vais vous laisser poser vos questions. Désolée pour les petits désagréments. Ouais, je vois 2 questions. Une question au fond. Je rebondis un peu tout à l'heure sur la question du monsieur par rapport aux intérêts privés, par rapport à l'intérêt public. Ouais. Comment on se positionne, par exemple, Google, en ce moment, parle beaucoup de leur principe de responsible AI.
c'est vraiment marketé dans leur manière de positionner sur comment se développe l'intelligence artificielle et que c'est eux, ou en tout cas les intérêts privés, qui vont porter certains principes sur comment une IA doit être responsable et philosophique. C'est quoi la position autour de tout ça et comment tout ça, ça s'englobe? Est-ce qu'il y a des discussions croisées entre l'univers privé et l'univers public pour justement avoir un consensus global? Comment ça se formalise? Est-ce que ça se formalise et si oui, comment? Okay. Effectivement, donc c'est très intéressant comme question. Effectivement, là, il y a eu un sommet le 1er novembre en Angleterre sur les risques de l'intelligence artificielle avec des acteurs du privé, des acteurs du public. Il y a forcément des échanges. Un des éléments qu'on a dans le RGPD et qui est repris dans l'IA Act, c'est de vraiment voir les standards du secteur. Comment les entreprises du secteur vont s'organiser, comment elles vont agir. Et ça, c'est une des forces, je le disais, des régulateurs. En tout cas, dans cette matière, ce n'est pas des régulateurs qui sont juste avec un marteau. Ils essayent vraiment de comprendre comment le marché s'organise. Et donc, il y a une vraie question de comprendre comment, surtout sur un sujet aussi compliqué, je le disais, on ne peut pas faire sans la technique, sans les personnes qui comprennent la technique. Un élément qui est important dans ma pyramide, il faut que je donne la pyramide pour te répondre. Le choix qui a été pris par la Commission pour réglementer l'intelligence artificielle, c'est une approche basée sur les risques, avec une pyramide des risques. À la base, on a les IA qui présentent un risque minime. Je vous ai dit, il faut penser risque sur les personnes. Risque minime, risque modéré, risque minime, modéré, haut risque, risque inacceptable. Et typiquement, ce qui a été choisi ici et ici, donc pour les risques minimes et les risques modérés, c'est un code de conduite. Et donc là, c'est vraiment l'Union européenne, donc c'est classique en droit de la conformité, le code de conduite, qui dit aux acteurs, pour favoriser l'innovation, quand vous êtes sur des IA qui font peser peu de risques sur les personnes, en tout cas on anticipe qu'elles feraient peser peu de risques, et ben vous gérez tout seul. C'est un code de conduite. Le code de conduite, c'est un défaut, c'est qu'en fait l'entreprise, elle est juge et partie. Elle pose son propre code de conduite pour les propres modèles qu'elle a développés. Donc dans le cas de GAFAM, c'est un peu limite, et surtout quand on sait que l'intérêt de Google, c'est de faire de l'argent. Donc ils peuvent être très très gentils à dire qu'ils vont faire des IA éthiques. Oui, ils vont faire des IA éthiques, des IA responsables, tant que ça leur rapporte de l'argent. Il y avait une autre question. Ouais. Oui, c'est pour revenir sur la CNIL et les moyens. Alors déjà, félicitations pour la rejoindre, c'est une bonne chose. Merci pour les chiffres, parce que 60% d'augmentation de masse salariale, c'est bien, mais en réalité, vu la croissance exponentielle du secteur, la question des moyens se pose de la CNIL, qui a souvent été, enfin, c'est une critique qu'on en a fait, c'est peu de moyens, peu de contrôle, pas assez de personnel, que ce soit au niveau français, au niveau national ou au niveau même européen. Est-ce qu'il est envisagé, dans les discussions, de donner plus de moyens? Parce que c'est quelque chose qui explose. Non. Non, aujourd'hui, c'est pas... Alors, en l'état actuel, non. Après, il est possible que la CNIL, là encore, le règlement sur l'intelligence artificielle n'est pas adopté, mais étant déjà régulatrice, autorité de régulation pour le RGPD, le devenant pour l'IA, en tout cas elle est fortement pressentie, c'est une recommandation du Conseil d'État, elle demande plus de moyens pour pouvoir agir. Pour l'instant, il y a un service intelligence artificielle à la CNIL, mais ils sont très très peu nombreux. Donc, nombre totalement insuffisant de personnes sur le sujet. Donc aujourd'hui, ce n'est pas prévu, mais je pense qu'ils pourront demander des dotations supplémentaires. Moi, je vais rester de toute façon. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous voulez venir me voir. De toute façon, je suis là toute la journée. C'est un sujet qui me passionne, donc je peux en parler pendant des heures. Et un peu dommage pour les slides et surtout pour mon pauvre ordinateur. Donc, et voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à venir me voir. Ouch.